Salut, dans cette partie B de l'épisode numéro 3, on va parler bien sûr sur la structure cyclique. Alors, dans cet épisode, dans cette partie de cet épisode numéro 3, nous allons parler sur la structure qui va remplacer la structure linéaire parce que nous avons confirmé dans la partie A à partir de 5 objections que la structure linéaire ne peut pas avoir lieu, n'est-ce pas? Donc, certes, elle existe, mais elle existe d'une manière très négligeable et du coup, la structure la plus adéquate, c'est la structure cyclique. Alors, on a deux types de cycles, si vous voulez. On a le cycle Furan et le cycle Piran. Alors, pour un aldose, on va parler que sur les aldoses, on va oublier les cétoses maintenant, d'accord? Alors, pour les aldoses, comme on voit de cet exemple, parce que cet exemple représente un aldose, le C, ça veut dire l'atome qu'on remarque ici, attendez, j'active le pointeur pour que ce soit plus clair. Alors, le carbone de la fonction carbonyle qui se trouve ici va être engagé dans la liaison, ça veut dire dans le pont oxydique, dans cette liaison que vous remarquez ici, d'accord? Ça, c'est un atome d'oxygène. Donc, si ce qui est constant, c'est toujours le carbone anomérique, ça veut dire le carbone de la fonction carbonyle, ou bien le carbone hémiacétalique, soit vous dites carbone hémiacétalique, soit vous dites le carbone de la fonction carbonyle, soit vous dites, et ici plus précisément, puisque c'est un aldose, donc c'est de la fonction aldéhyde, soit vous dites le carbone hémiacétalique. Hémiacétalique parce que le pont oxydique va nous former l'hémiacétal. On ne peut pas oublier l'objection là où on a vu que on aura une formation d'hémiacétal. On a vu ça au niveau de la deuxième objection, que les aldoses ont tendance à créer des hémiacétals, une fonction hémiacétalique quand ils vont réagir avec l'H2O bien un seul alcool. Donc, cette liaison qui se fait à travers le pont oxydique va résulter ici un hémiacétal. Hémiacétal. Donc, il est dit carbone hémiacétalique également. L'essentiel, ce que vous devez apprendre, c'est que ce carbone est toujours impliqué dans le pont oxydique. Ça veut dire qu'il ne change pas. Toujours, il faut avoir ce carbone dans le pont oxydique pour le moment. En ce que on est en train de faire maintenant, si vous voulez, parce que tout simplement, on a les deux pans. On a le pan 1,5 et on a le pan 1,4. Alors, le pan 1,4, ça veut dire le carbone numéro 1, ou bien le carbone de la fonction carbonyle, ou bien le carbone hémiacétalique, ou bien le carbone anomérique. On va savoir par la suite pourquoi on dit un carbone anomérique dans la notion de l'anomérie. Alors, le carbone numéro 1 va réagir avec le carbone numéro 4. Donc, il va faire un pont oxydique pour avoir une certaine cyclisation. Cette cyclisation va résulter un furanose. Donc, quand le carbone numéro 1 va réagir avec le carbone numéro 4 au niveau des aldoses, on aura un furanose. Quand le carbone numéro 1 va réagir avec le carbone numéro 5 au niveau des aldoses, on aura pyranose. Pont 1,5, le pont oxydique, ça c'est un atome d'oxygène, ou bien ce qu'on appelle le cycle pyranique. Voilà. Donc, on a vu le cas des aldoses. Bon, vous devez savoir que le cycle pyranique, le pyrane, ce qui est pyrane, ça ressemble à ça, le cycle pyrane, et le cycle furane ressemble à ça. Et donc, ce furane va être semblable à cette structure, et ce pyrane, d'accord, suivez le pointeur, le point rouge, va être semblable à cette structure, d'accord. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que ce qu'on doit retenir, c'est que bon, on a déjà travaillé avec l'exemple des aldoses. Maintenant, on va travailler avec l'exemple des cétoses. Ici, on a un cétose qu'on appelle le fructose. On a une cyclisation du fructose. Donc, dans les cétoses, c'est toujours le carbone de la fonction carbonyle qui est engagé dans le pont oxydique. C'est la même chose. Donc, quand vous remarquez, c'est toujours le carbone de... Et généralement, il va réagir avec le carbone... Bon, dans le cas des cétoexoses, hein, d'accord? Parce que dans l'exemple précédent, aussi, on a travaillé avec les aldoexoses. Et on n'a pas que les aldoexoses, on a les aldopentoses, les aldo... Vous savez ça, il y a des aldoses qui sont composés de 3 carbones, 4 carbones, 5. Ici, on travaille avec 6 carbones. Donc, le carbone ici de la fonction cétonique. Donc, attendez, je ramène le pointeur ici. Parce que, voilà. Donc, le carbone de la fonction cétonique, ça veut dire le C qui est lié en double liaison avec le O, va réagir avec le carbone numéro 5 afin de former le sucre furane. C'est le sucre le plus stable des fructoses.
pardonnez-moi, des cétohexoses, d'accord? Ça veut dire des cétoses. Cétoses, généralement, ils forment de cycle furane. Par contre, les aldoses sont généralement sous forme de cycle pyrane qui est plus stable. D'accord? Donc, le cycle furane, le cycle des cétoses, c'est qui va faire le pont oxydique avec le carbone numéro 5 pour former le cycle furane. Et donc, cette flèche représente le pont oxydique qui va être formé et qui sera à l'origine de la cyclisation de l'ose du fructose en cycle furane, le cycle le plus stable des cétoses, comme je vous ai déjà dit. D'accord? Donc, ça, c'est hyper important. Voilà, donc c'est dans les cas des cétoses. Nous avons vu déjà les cas des aldoses. On a deux cas, soit la formation de pyranose, furanose 1,5, pyranose 1,4, furanose. Et maintenant, on est en train de voir au niveau des cétoses la formation 2,5, pont 2,5, et la formation d'un cycle furane, comme vous remarquez ici. Alors, si je vais constituer mon cycle, je vais commencer par la fonction alcool primaire, CH2OH, et puis je vais écrire le C anomérique, le C de la fonction carbonyle, le C hémiacétalique, d'accord? Et je vais mettre OH, bien sûr, parce que je vous ai dit que la formation de pont oxydique ça veut dire, il y aura une formation de pont oxydique qui va exiger que la double liaison ne sera plus disponible. D'accord? Et puis, donc ça c'est le premier le carbone numéro 1. Le carbone numéro 2, je vais remarquer le positionnement du groupement hydroxyle. Le groupement hydroxyle, il est où? Il est à gauche, donc je vais le mettre en haut. Voilà. Le carbone numéro 3, le groupement hydroxyle qui correspond au carbone numéro 3, il est à droite, donc le OH va être situé en bas. Et puis ça c'est le carbone numéro donc 1, 2, 3, 4. Pardon, là c'est le carbone numéro 4, hein, pas 3. Ici c'est le carbone numéro 5. Donc le carbone numéro 5, il est lié aussi avec ses propres liaisons. Et puis on va mettre le CH2OH. Donc vous allez me dire où est-ce qu'il est le OH de ce carbone. Il faut savoir que le OH a été impliqué quand on a eu une formation du pont oxydique. On a perdu le OH, d'accord? Donc ce qui est normal parce que voilà, ce qui est en rouge. Ça c'est en rouge le pont oxydique, vous remarquez? Donc le C il est lié avec OH et vous avez le O et vous avez le C avec le H. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est une formation qui se fait de cette manière. C'est le O de cet élément qui est impliqué qui est ici, qui est impliqué dans le pont oxydique. Et puis, je pense qu'on pourra passer maintenant à la prochaine diapositive qui sera plus explicative concernant les aldoses. Donc, nous avons déjà parlé sur les aldoses dans la description de la structure cyclique, mais maintenant, on a pris l'exemple de glucose et on va voir la cyclisation de ce dernier. Donc, c'est un aldose, il va être soumis aux mêmes actions des aldoses, ce qui est normal, hein. D'accord? Donc, le carbone numéro 1, c'est le carbone impliqué dans la fonction carbonyle qui est ici une fonction aldyl, puisque c'est un aldose, c'est un aldohexose, d'accord? L'exemple de fructose, c'est un cétohexose, non, et non pas un aldohexose, mais ici on a un aldohexose qui est le glucose. Donc la cyclisation de ce dernier nécessite, pour former le cycle pyrane, comme on vient d'expliquer, le cycle le plus stable, il faut avoir quoi? Il faut avoir une liaison entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 5. Il peut y avoir une liaison entre le carbone numéro 1, toujours, ça veut dire le carbone incorporé dans la fonction carbonyle qui est la fonction aldéhyde ici, avec le carbone numéro 4. Ici, on aura le cycle furane, le cycle qui est moins stable, d'accord? Alors ici on a notre cyclisation, donc on va mettre le C, le premier carbone, d'accord, de la fonction carbonyle, et puis le carbone anomérique ou bien le carbone hémiacétalique après, bien sûr, que le phénomène de cyclisation peut avoir lieu, d'accord, et puis OH il peut être soit en bas, soit en haut, on va voir ça par la suite. Ne vous inquiétez pas sur le OH lié au premier carbone, hein. Alors on va entamer maintenant sur le groupe hydroxyle lié au deuxième carbone. Alors le deuxième, si on va aller au niveau de la structure linéaire et qu'on va trouver le groupement hydroxyle qui se situe juste à droite. Donc ici, on va mettre le groupe hydroxyle en bas et non pas en haut parce que tout ce qui est à droite doit être en bas et tout ce qui est à gauche doit être en haut. Par exemple, le carbone numéro 3, ici le OH il est en haut, donc sûrement au niveau de la structure linéaire, on va avoir le carbone numéro 3 à gauche, ce qui est logique, et puis on continue comme ça notre cyclisation, ça veut dire jusqu'au on pourra bien sûr terminer
notre cycle de glucose, d'accord? Donc j'espère que ça a été clair sur ce point. Je passerai maintenant. Alors, maintenant on va parler sur le pont oxydique. Alors, maintenant, comment on a su que la liaison, que ce pont oxydique a eu lieu entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 5, et aussi il a eu lieu entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 4, bon, dans le cycle Furane. On va prendre un exemple, bien sûr, le cycle Pyrane, par exemple, du glucose qui se trouve ici, par exemple. Et donc, dans les aldoses en général, ce n'est pas. On va prendre un exemple des aldoses. Un aldose qui a un cycle sous forme pyrane, parce que c'est le cycle le plus stable qui va nous aider bien sûr dans l'expérience, d'accord. Et maintenant, notre but c'est de déterminer le pont oxydique, déterminer le lieu du pont oxydique. Nous avons dit que le pont oxydique aura lieu entre le carbone numéro 1 et 5 pour former, bon, dans les cas des aldohexoses par exemple, pour former le cycle pyrane. Mais comment on a su ça? Comment on a pu savoir que le pont oxydique aura lieu entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 5? Alors ça, c'est la détermination du pont oxydique. Alors on va utiliser le carbone périodique qui est le IO4-, qui va couper les liaisons covalentes entre les deux éléments porteurs de fonction alpha-glycol. Alors, alpha-glycol, tout simplement, c'est, vous allez connaître ça, c'est la fonction C qui est liée avec un groupement hydroxyle OH et un H, tout simplement, dans les cas des aldohexoses, dans le cas où on n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus de détails, dans les cas où on a besoin que de déterminer le pont oxydique. Alors, le C est lié avec le OH, le groupe hydroxyle et le H, ça, on va le considérer, voilà, entre parenthèses, une fonction alpha-glycol. D'accord? Donc, là où il se trouve deux éléments, COH, aussi qui sont adjacents, c'est-à-dire qui ont une liaison entre eux, d'accord? Donc là, l'acide périodique IO4- va couper cette liaison. Alors par exemple, ici on a R lié avec CHOH. Donc là, l'acide périodique va rien faire. À ce niveau-là, l'acide périodique ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne peut pas couper une liaison entre le R et le CHOH. D'accord? Donc, il ne peut pas couper cette liaison. Par contre, ici, il y a CHOH qu'on considère comme une fonction alpha-glycol. CHOH qu'on considère comme une fonction alpha-glycol. Donc, on a deux fonctions alpha-glycol qui sont liées entre eux, n'est-ce pas? Donc là, l'acide périodique va vraiment avoir son action et il va couper la liaison entre les deux. D'accord? Donc, en passant à notre cycle. Alors, ici, on protège, bon, ça, on va dire que la fonction aldéhydique est protégée par méthylation. D'accord? C'est le but de protéger la fonction aldéhydique parce qu'on sait qu'elle est impliquée dans la liaison du pont oxydique. Ça, c'est pourquoi on a déjà bloqué cette liaison. D'accord? Ici, on a le OCH3 parce qu'on a bloqué la liaison. On a protéger la fonction carbonyle entre parenthèses par méthylation. Ça veut dire le OH de la fonction carbonyle. Ça veut dire tout simplement ce OH qui se trouve ici. Donc cet atome d'hydrogène H a été remplacé par CH3. Si vous vous rappelez, nous avons fait un exemple pareil dans les objections à la structure linéaire où on a parlé sur la méthylation, où on a eu un dérivé pentaméthylé au lieu d'avoir un dérivé heptaméthylé. Nous avons fait ça dans la partie A de l'épisode au niveau des objections de la structure linéaire. C'est là où vous comprenez le principe de la méthylation. D'accord? Donc on a fait la méthylation de la fonction carbonyle et puis on a le C lié avec le H et OH et ici le C lié avec H et OH. Donc ici, notre acide périodique va exercer sa fonction. Alors ici aussi, on a le COH. Donc ici aussi, l'acide périodique va aussi exercer sa fonction. Alors ici, c'est HOH. Ici, on a le C lié avec un CH2OH et avec un autre élément. Donc ici, il ne va pas exercer sa fonction. Ici, il ne va pas exercer sa fonction parce que nous n'avons pas une liaison entre deux fonctions alpha-glycol. Et ici, c'est la même chose. D'accord? Je reviens au diapo précédent pour qu'on puisse comprendre beaucoup plus. Alors, maintenant, COH et COHH, vous allez me dire que à ce niveau-là, l'acide périodique va exercer sa fonction. Vous allez avoir raison. Mais nous, d'abord, avant de faire l'expérience, nous allons protéger la fonction carbonyle en échangeant le H, en faisant méthyler le OH, la fonction carbonyle, ça veut dire qu'on va échanger le H par CH3. Donc ici, au lieu d'avoir un H, là où on a un point rouge, au lieu d'avoir un H, on va avoir un CH3, d'accord? Donc
C'est pas une liaison entre deux fonctions alpha-glycol. Ici, c'est une liaison entre deux fonctions alpha-glycol. Donc, notre acide périodique EO4- va exercer sa fonction et il va couper cette liaison. Ici, entre ces deux fonctions alpha-glycol, il va exercer sa fonction et il va couper la liaison. Ici, ce n'est pas une liaison entre deux fonctions alpha-glycol, donc il n'y aura pas une coupure de liaison. Ici, la même chose et ici, idem. D'accord? Donc, j'espère que ça a été clair. Donc maintenant, on peut passer aux prochaines diapos. Alors, on est toujours dans la détermination du pont oxydique. Donc, on a arrivé à comprendre le rôle de l'acide périodique qui est le O4-, n'est-ce pas? Alors, pour l'acide périodique, nous avons compris le rôle et nous avons parlé sur les liaisons coupées. Alors, je vais faire encore une fois un rappel sur la figure précédente. Donc, il y aura toujours cette liaison qui sera coupée et cette liaison qui sera coupée parce que tout simplement, c'est une liaison entre deux fonctions aglycones, CHOH, n'est-ce pas? Entre parenthèses, comme je vous ai dit. Et puis, puisqu'on aura cette liaison d'acide périodique, cette action d'acide périodique qui va couper la liaison entre les deux éléments, on aura donc un seul élément qui sera libéré individuellement et qui sera divisé de l'entité du cycle. D'accord? De l'entité du cycle. Parce que on va couper ici et on va couper ici. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le C qui est lié avec le OH et le H qui se trouve à ce niveau-là, libéré tout seul. Pour les autres, non. Pour les autres éléments, non. D'accord? Donc, le cycle va s'ouvrir tout simplement et on aura cet élément qui sera indépendant tout seul. Et quand il sera indépendant, il sera transformé en aldéhyde, pardon, excusez-moi, en acide, comme vous remarquez ici, formique. Donc, dans le cas des oses, et après avoir protégé la seule fonction aldéhydique par méthylation, les fonctions alcool primaire CH2OH donneront naissance à l'aldéhyde formique. Ça veut dire que si on aura une libération d'alcool primaire tout seul, CH2OH qui sera libéré tout seul, on aura l'aldéhyde formique. Sinon, si on aura le CHOH qui sera libéré tout seul, on aura l'acide formique qui est le HCOH. Et ici, on a eu le CHOH, l'alcool secondaire qui est libéré tout seul. Donc, il doit être transformé en acide formique, ça veut dire en HCOH. Voilà, donc c'est cet élément qui est libéré et qui va devenir le HCOH, ce qu'on appelle un acide formique. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'acide formique. Donc nous avons déjà vu le rôle de l'acide périodique, la coupure et la libération du HCOH. Alors maintenant on va déduire tous ensemble combien de HCOH qu'on va avoir. Alors on va avoir un seul HCOH, n'est-ce pas? Parce qu'on a déjà libéré une seule fonction d'alcool secondaire, d'accord? On a libéré un seul alcool secondaire qui est le CHOH. Donc on aura une naissance d'un seul, voilà, lisez très bien l'énoncé, donc d'un seul acide formique qui est le HCOH. Après cette expérience, après bien sûr pouvoir voilà fournir les conditions les plus adéquates et puis aussi fournir les éléments les plus adéquats aussi l'acide périodique et tout. D'accord? Donc on aura l'acide formique, la formation d'un seul acide formique. Est-ce qu'on aura la formation d'aldéhyde formique? La formation d'aldéhyde formique nécessite la libération d'un alcool primaire. Et d'après ce qu'on a ici dans la figure, on n'a pas pu libérer alcool primaire tout seul. Donc, on va pas avoir tout simplement l'aldéhyde formique. Donc, zéro aldéhyde formique, une seule fonction d'alcool secondaire qui est libérée. Donc, on aura la formation d'un seul acide formique, zéro aldéhyde formique, un seul acide formique et deux molécules d'acide périodique vont être consommées pour cette opération. Donc, on a les données. Vous remarquez, on a des données. Alors, on va voir maintenant, on va mettre des hypothèses, plusieurs hypothèses, et on remarquera quelle est l'hypothèse qui sera convenable avec nos données. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette échelle. Alors, on a tout d'abord mis l'hypothèse si le pont oxydique va être formé entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2. Qu'est-ce qu'on aura comme opération? Donc, on aura une coupure ici et ici aussi on aura une coupure. Donc, on aura une consommation de 3 ZO4- et on aura l'obtention d'un seul HCHO, d'accord? Ça veut dire l'aldéhyde formique et de formation de ce qu'on appelle l'acide formique. Alors, on a fait la même chose, la même hypothèse avec un 3, la même hypothèse avec un 4, la même hypothèse avec un 5 et la même hypothèse avec un 6. Ça veut dire on va imaginer si le pont oxydique a été formé entre 1 et 2. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Entre 1 et 3, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Entre 1 et 4, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Bien sûr, on va couper les liaisons entre les deux CHOH.
Ça veut dire ça veut dire on sait très bien la fonction de l'acide formique et on va remarquer théoriquement combien on va avoir d'éléments, si vous voulez, d'acide formique et d'aldehyde formique, et aussi combien de consommation d'acide périodique, et on va voir si elle est convenable avec les données qu'on a. Ça veut dire la consommation de 2 IO4-, une seule consommation une seule formation, pardonnez-moi, c'est pas une consommation, c'est une formation, une seule formation d'acide formique et une seule et pas de formation d'aldéhyde formique. Donc le résultat le plus adéquat, c'est bien le résultat qui sera encadré. On verra après un instant. Ça veut dire ce résultat, ça veut dire on aura deux formations, deux utilisations du IO4-, une seule formation d'acide formique et zéro formation de l'aldéhyde formique, parce que c'est le cas le plus convenable à nos données. Donc j'espère que ça a été clair. Donc voilà, ce sont les résultats expérimentaux. Je reprends, deux molécules d'acide périodique ont été consommées, une seule molécule d'acide formique formée et zéro molécule d'aldéhyde formique qui a été formée. Donc on a su que le pont oxydique a été formé pour former un cycle pyrane, le cycle le plus stable des aldoses. Et ici en particulier, on a travaillé avec les aldohexoses. Donc ces résultats sont bien conformes. Alors on passera maintenant à l'anomérie. Donc nous avons déjà compris la notion du carbone asymétrique et on sait qu'on a N-2 de carbone asymétrique dans les aldoses et N-3 de carbone asymétrique dans les cétoses. Ça, c'est au niveau de la structure linéaire. Ça veut dire, mais cela s'applique sur l'état linéaire. Et maintenant, il faut savoir qu'avec la cyclisation, on aura un centre asymétrique additionnel au niveau de C1. On parlera de l'apparition de deux isomères. Ça veut dire de type anomère. Nous avons vu les isomères qui sont de type stéréoisomère, ça veut dire, et dans la stéréoisomérie, on a vu aussi les diastéréoisomères, on a vu aussi les épimères, on a vu aussi si vous voulez, les diastéréoisomères, les épimères, et le troisième exemple qui a porté sur les énantiomères, d'accord? Ça veut dire l'isomérie optique. Voilà, on a parlé aussi sur l'isomérie de fonction, les deux isomères de fonction. Alors ici, on aura un autre type d'isomères qui sont des anomères. Ça veut dire on aura une nouvelle apparition d'un d'un type, on va dire entre parenthèses, nouveau, qui appartient à l'isomérie, c'est l'anomérie, d'accord? C'est l'anomérie. Donc, cela est dû essentiellement que la cyclisation nous a donné un nouveau centre asymétrique additionnel. Alors, pour cela, je dois revenir au diapo précédent pour vous expliquer comment le cycle additionnel a été ajouté. Alors, ici, par exemple, on va aller au niveau du carbone numéro 1. On va remarquer les substituants de ce dernier. Alors, le premier substituant, c'est H. Deuxième, c'est O. Troisième, c'est OH. Et le quatrième, c'est CHOH. Donc, on remarque très bien que les quatre substituants sont différents l'un de l'autre. Donc, ce carbone est bien un carbone asymétrique. Alors qu'au départ, il n'était pas un carbone asymétrique. Pourquoi? Parce qu'il avait une double liaison avec l'élément d'oxygène, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, la cyclisation a transformé ce carbone en un carbone non asymétrique à un carbone asymétrique. Voilà. Donc, ça, c'est le principe. Donc, euh, donc, on va bien sûr parler sur les, euh, ce carbone asymétrique qui nous a ajouté une nouvelle notion à l'isomérie. Quelle est sa fonction? Alors, la fonction de ce dernier, elle est trop simple. Ça veut dire qu'à partir de ce carbone, il va être lié avec le carbone numéro 6. Pas une liaison, hein, d'accord, lié en étude. D'accord, pas une vraie liaison. D'accord. Donc, on va bien sûr, ici, on a un exemple de glucofuranose, donc un glucose qui est sous forme furane. Ça veut dire que le pont oxydique a été formé entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 4. Je dis encore que cette structure n'est pas stable, surtout, notamment pour les aldoses. Bon, pour les exoses, généralement, ils sont sous cette forme. D'accord? Donc, ici, on a le alpha-glucofuranose. Et pour le alpha-glucofuranose, qu'est-ce qu'on aura? On aura alors ce C lié avec le OH. H, O, et d'accord, donc c'est un carbone asymétrique. Alors, l'anomérie, c'est quoi? C'est quand vous remarquez que ce OH il est en position trans avec le CH2OH, vous allez tout simplement dire que cette structure, c'est une structure alpha. Donc, cette molécule, elle a une anomérie alpha et non pas une anomérie bêta. Pourquoi? Parce que le OH et le CH2OH sont en position trans. Ça veut dire, on va dire, contradictoire entre parenthèses.
contradictoires et non pas dans la même position. D'accord? Ici, par exemple, le CH2OH et le OH sont dans la même position, donc ça, c'est une bêta. Donc ça, c'est alpha. D, on sait très bien la série D et la série L. Le OH subterminal, il est à droite. D'accord? Donc c'est la série D. Donc alpha D glucofuranose, parce que c'est le sucre furane. Ici, c'est bêta, parce que tout simplement OH et CH2OH sont en, en même direction, on va dire, en même position. Et puis, donc bêta, D-glucofuranose, ça veut dire qu'ils sont en position 6. 6, on dit ici 6 et ici on dit trans. Et c'est la même chose qui s'applique ici. Là, c'est alpha parce que c'est contradictoire. Et là, c'est bêta, alors que ces deux structures sont les structures les plus stables. Ce sont des pyranoses. Donc ça, c'est alpha dépyranose et ça, c'est alpha glucopyranose. Vous avez une autre méthode. Vous comparez le OH du premier carbone avec le OH du deuxième carbone. Ou bien le OH du premier carbone avec le deuxième. Ça, c'est une autre règle. Alors ici, si vous allez avoir les deux OH en même direction, ça veut dire en direction en bas, les deux ou bien en direction en haut, les deux en même temps. Ici, c'est alpha. Bien, s'ils sont contradictoires, c'est bêta. Donc, c'est entre 1 et 2. On passe à la à cette diapo. Donc, anomérie et ce qu'on appelle mutarotation. Alors, mutarotation, c'est quoi? C'est des fois quand on met du glucose, on a du alpha-glucose et on a du bêta-glucose. Et si c'est alpha, ça veut dire c'est l'angle de déviation de la lumière. On a fait ça dans le pouvoir rotatoire au niveau de la deuxième vidéo, si vous vous rappelez. Donc, l'épisode numéro 2. Alors, on a appris qu'il y a une certaine déviation de la lumière. Ça veut dire qu'un échantillon de glucose peut dévier la lumière polarisée avec un certain angle qu'on va lire au niveau de l'analyseur tournant. Si vous vous rappelez. Donc, alpha déglucose, il a un pouvoir rotatoire précis et le bêta déglucose, il a un pouvoir rotatoire précis. D'accord? Et puis, ce qui va se passer, c'est que on aura une mutarotation, ça veut dire le alpha déglucose, certaines molécules de alpha déglucose vont devenir bêta déglucose et certaines molécules de bêta déglucose vont devenir alpha déglucose, ainsi de suite. Donc, on aura une mutarotation, ça veut dire tout simplement que, attendez que je revienne ici, par exemple, ce OH qu'on trouve ici, des fois, il va se situer en haut, des fois, il descend en bas, puis il va aller en haut, puis il va en bas, jusqu'à un degré de stabilité au niveau de l'échantillon, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de mutarotation. Donc ici, on arrive à un degré de stabilité qui est de 52 degrés, d'accord? Ce n'est pas 112 et ce n'est pas 19, c'est 52 degrés qui correspond à 62% de bêta et 38% de alpha. Voilà, donc ça, c'était une explication, ça veut dire sur le phénomène de mutarotation qu'on peut avoir pour arriver à un certain degré de stabilité. Ça veut dire certaines molécules qui changent leur anomérie d'une manière continue. Voilà. Donc, en conclusion, la bonne compréhension des éléments inclus dans cet épisode est nécessaire pour pouvoir parler sur les propriétés des os, des métabolismes, ainsi de suite. On a pris l'exemple du glucose plusieurs fois dans l'anomérie, la structure cyclique, les objections à la structure linéaire et même dans les épisodes précédents, mais tout ce qu'on a appris peut être appliqué sur les autres oses également. Donc, c'est la nomenclature qui change et la structure qui change, mais c'est les mêmes règles qui s'appliquent. C'était juste un exemple. Le glucose reste un exemple modèle, c'est tout. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, où on va entamer l'épisode numéro 4. Merci beaucoup.